Laissons la parole. Merci. Ça va être très court pour qu'on puisse avoir les échanges et l'intervention du professeur Fischer. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues, mesdames et messieurs chacune et chacun en ses grades et qualités, merci de votre présence. Je remercie particulièrement le professeur Alain Fischer, qui est président du Conseil national d'orientation de la stratégie vaccinale, qui a bien voulu accepter de participer à ce webinaire. Notre région, vous le savez, connaît une forte reprise épidémique qui concerne tous les territoires et toutes les tranches d'âge. Cette reprise se traduit d'ores et déjà par une augmentation très importante des hospitalisations. Et face à ce défi qui touche également l'ensemble des territoires français, nos voisins européens, face à l'apparition d'un nouveau variant, le gouvernement a décidé de réactiver les mesures de freinage qui ont prouvé leur efficacité. Le port du masque dans les lieux publics, mais également la nécessité de respecter les gestes barrières, tout en relançant les démarches de vaccination de masse, avec l'ouverture du rappel vaccinal en population générale à partir de 18 ans, dès 5 mois après la dernière injection. Nous avons aujourd'hui une demande du gouvernement de relancer cette campagne de vaccination massive dans une durée de 2 mois avec une obligation de résultat. On doit y arriver, monter en puissance, offrir cette offre supplémentaire à tous les habitants d'Occitanie qui souhaitent réaliser cette injection. J'ai souhaité, avec Pierre Ricordeau, que je salue, vous réunir aujourd'hui pour partager avec vous le point sur la situation dans notre région et conjuguer nos efforts pour augmenter le rythme de vaccination. Je vais rapidement passer la parole à Pierre, qui va dresser un bilan de la situation sanitaire, de la vaccination, évoquer les capacités que nous sommes en train de déployer en médecine de ville et en centre de vaccination. Nous avons la chance d'avoir le professeur Alain Fischer, qui va évoquer les principales questions qui se posent en termes de vaccination. Il sera ensuite à votre disposition et je le remercie vraiment pour répondre en direct aux questions que vous aurez posées sur le chat. L'ensemble des questions-réponses sera prise dans une foire aux questions, une FAQ, qui sera transmise par l'ARS à l'issue de la réunion. Quelle que soit votre fonction aujourd'hui ou votre position professionnelle ou votre mandat, je vous remercie de plaider en permanence à la fois pour que nos concitoyens qui ne sont pas à ce jour vaccinés le fassent. On ne doit rien lâcher sur ce point, et naturellement pour que nos concitoyens puissent accéder à la 3e dose. Et je crois que là, la demande y est. Pierre, mon cher Pierre, je te passe la parole. Oui, monsieur le préfet, bonjour. Bonjour également, professeur Fischer. Je suis également avec Nicolas Sautier, qui est le directeur de crise de l'ARS Occitanie. Je vais vous faire un point très rapide avant de laisser la parole au professeur Fischer sur la situation épidémiologique dans la région Occitanie. Je vais le faire avec un petit support que je vais partager. Je pense que vous devriez le voir apparaître à l'écran. Voilà. Donc, très rapidement, la situation épidémiologique en Occitanie, elle est assez comparable à ce qu'on constate dans le reste du territoire, avec une croissance extrêmement forte dans les derniers 15 jours de l'épidémie. Vous voyez les deux cartes du taux d'incidence par département entre le 29 novembre et le 30 novembre, et vous voyez qu'en 10 jours, le taux d'incidence, je rappelle que c'est le nombre de personnes contaminées pendant 7 jours pour 100 000 habitants, a été multiplié par 2,5, donc c'est une croissance extrêmement forte. Nous étions donc hier en moyenne régionale à une incidence de 327 sur 7 jours. Comme vous le voyez un petit peu en bas, qui redonne l'historique de la courbe d'incidence d'Occitanie, en noir sur la population générale, en jaune sur la population de plus de 65 ans, vous voyez que nous atteignons des niveaux qui sont très proches du pic que nous avions connu lors de la 4e vague, et nous sommes très, très proches de pics historiques sur la région Occitanie. Et vous le voyez également, il n'y a pas un écart considérable cette fois-ci entre la courbe noire et la courbe jaune, et je vais y revenir. Alors, en effet, ce qui est très caractéristique sur ce début de 5e vague, c'est le caractère assez général de l'évolution. On a des croissances, vous voyez les tableaux qui sont les tableaux de l'incidence semaine après semaine par âge, c'est le tableau du haut, par département, c'est le tableau du bas. Vous pouvez voir que ça fait 2 semaines que nous sommes à des taux de croissance autour de 80% par semaine, et il n'y a pas une énorme différence entre les départements. Ça croît très vite partout, même s'il y a quand même quelques écarts, mais aujourd'hui, nous n'avons plus que 2 départements dans la région
qui sont encore en dessous de 300 d'incidence, 3 départements pardon, qui sont encore en dessous de 300 de taux d'incidence, 10 départements sur 13 donc qui sont au-dessus de 300, dont 2 qui sont au-dessus de 400 de taux d'incidence, dans des taux extrêmement élevés. Par âge également, il n'y a pas la différence aussi marquée que nous connaissions dans les précédentes vagues, avec, vous vous souvenez, une croissance très forte sur les classes d'âge les plus jeunes et puis une diffusion progressive. On a là plutôt une certaine homogénéité, même si on a toujours un gradient en fonction de l'âge, c'est-à-dire que ça augmente quand même un peu plus vite sur les classes d'âge les plus jeunes, mais c'est moins différencié que les fois précédentes, avec peut-être l'exception qui est évidemment, peut-être le professeur l'évoquera, n'est pas sans lien avec la vaccination, c'est-à-dire que les taux de croissance les plus élevés, ce sont sur les enfants qui ne sont pas aujourd'hui vaccinés. On vous a mis sur cette slide quelques éléments sur les lieux de vaccination, donc qui sont issus du contact tracing que mène l'ARS au niveau, ce qu'on appelle le niveau 3. On rappelle qu'à la fois l'assurance maladie et l'ARS font aujourd'hui du contact tracing. Et comme vous pouvez le voir, on a des cas de contamination assez importants dans les milieux sportifs, dans maintenant également à nouveau les établissements médico-sociaux, lors de rassemblements privés, festifs, dans des milieux associatifs, des chorales, des clubs, etc., dans les établissements scolaires également, avec ou dans les établissements pour la petite enfance, en tout cas dans tous les établissements où il y a des enfants qui ne sont pas vaccinés. Et vous voyez, ce sont les lieux de vie sur lesquels, de manière très diverse, sur lesquels en ce moment on se contamine, et ça rappelle l'importance des gestes barrières. Très rapidement, l'impact sanitaire, il est maintenant très clair et très net, avec une remontée très forte des hospitalisations, une augmentation de 30% en 7 jours des hospitalisations conventionnelles. Nous étions descendus sur l'ensemble de la région au plus bas il y a à peu près un mois à moins de 100 nouvelles hospitalisations par semaine. Nous sommes aujourd'hui à près de 300 nouvelles hospitalisations par semaine. Et s'agissant de la réanimation, alors que nous étions descendus à moins d'une vingtaine de nouvelles hospitalisations en service de réanimation de soins critiques par semaine, nous sommes maintenant à près de 100 nouvelles hospitalisations par semaine. Donc une très forte croissance, un impact hospitalier. Vous voyez dans les courbes, les deux courbes sur le nombre de personnes hospitalisées à un moment donné. Vous voyez que la courbe est remontée très fortement. Nous ne sommes pas encore fort heureusement au pic, mais nous nous en approchons malheureusement assez rapidement. Et donc, on a à nouveau une urgence sanitaire qui se profile. Je pense qu'on évoquera avec le professeur Alain Fischer sur les personnes vaccinées et non vaccinées à l'hôpital. Je crois que ça fait partie des questions qui se posent. Sur la vaccination, de manière très très rapide, donc la campagne de vaccination qui reste une campagne de vaccination exceptionnelle, plus de 9,3 millions de doses ont été injectées dans la région Occitanie. Près de 4,6 millions personnes en Occitanie sont aujourd'hui complètement vaccinées. Et donc sur la population cible, c'est-à-dire celle des plus de 12 ans, nous sommes à peu près autour de 90% de cette cible qui est vaccinée. Mais nous savons, et nous allons le revenir, je pense, avec le professeur Fischer, sur l'enjeu du rappel vaccinal. Aujourd'hui, en Occitanie, on a fait plus de 745 000 rappels vaccinaux. C'est une très forte croissance. En 15 jours, on a doublé le nombre d'injections sur les rappels. Mais nous sommes évidemment pas encore à la cible. S'agissant des personnes de plus de 65 ans, qui est la catégorie qui a commencé en premier les rappels, nous sommes aujourd'hui à peu près à 45% de ces personnes qui ont fait leur rappel, donc il en manque encore 55% qui ne l'ont pas encore fait. Et j'en conclus sur cette présentation très rapide de la situation épidémiologique pour rappeler la difficulté et l'enjeu devant lequel nous sommes face à cette reprise épidémique très forte, qui est une reprise épidémique qui me conduit en tant que directeur général de l'ARS avec le préfet de région à lancer véritablement un appel qui est une alarme par rapport à la situation dans laquelle nous connaissons, compte tenu de l'impact sanitaire maintenant déjà très fort.
un appel, une alerte pour que nos concitoyens dans la région, et vous êtes dans ce webinaire à la fois des professionnels de santé, mais aussi des acteurs politiques, des acteurs professionnels, ce qu'on appelle de manière générale des leaders d'opinion. Et le message qu'il faut passer en ce moment et dès maintenant à nos concitoyens, c'est un double message qui est parfois difficile à comprendre. C'est il faut se faire vacciner, se faire primo-vacciner lorsqu'on ne l'a pas été, faire le rappel lorsqu'on est un adulte éligible au rappel, et puis en même temps respecter les gestes barrières, la distanciation sociale, c'est les deux qu'il faut faire. Voilà pour ce point, et peut-être que le professeur Fischer peut maintenant prendre la parole avec peut-être cette question. Et effectivement, il faut à la fois se vacciner et à la fois respecter les gestes barrières. C'est parfois difficile à comprendre, professeur. Oui, merci. Bonjour Monsieur le Préfet, bonjour Monsieur le Directeur, bonjour à tous. Merci pour cette introduction très très claire et qui dresse le portrait de ce qui se passe dans votre région, qui reflète, comme vous le savez, ce qui se passe globalement en métropole. Donc nous sommes en plein une 5e vague d'infection par le Covid. Alors certains pourraient interpréter le fait qu'il y ait encore une vague comme un échec de la vaccination. Alors, je vais essayer de l'expliquer, mais ce n'est pas un échec de la vaccination, c'est un ensemble d'éléments qui comprend également quelques limites de la vaccination qui rendent compte de cette situation. Donc brièvement, premièrement, le virus qui circule depuis cet été, c'est le variant Delta, qui est infiniment plus transmissible que les variants précédents et qui donc infecte plus facilement, évidemment, les personnes non protégées par la vaccination, ceux qui n'ont pas été vaccinés, mais aussi ceux qui ont été vaccinés il y a plus de 6 mois. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est malgré l'excellente efficacité de la vaccination, on sait que la protection contre l'infection, je ne parle pas des formes graves, là, mais l'infection décline et qu'à 6 mois, elle n'est plus que de 40 à 50%. Donc, ce qui explique qu'un certain nombre de personnes qui étaient tout à fait convenablement vaccinées par les 2 doses il y a plusieurs mois en avant, puissent à nouveau être infectées. La protection contre les formes graves reste bonne, mais elle n'est pas parfaite. C'est une limite, évidemment, à la vaccination. Elle est de l'ordre de 90%, de prévention de l'hospitalisation et a fortiori des décès. Mais chez les personnes, notamment les plus âgées, elle décline un peu au-delà de 6 mois. Les données israéliennes le montrent. Le troisième point, c'est qu'il reste, vous l'avez évoqué, environ 10% de Français non vaccinés. Donc pour l'ensemble de la France, ça fait 6 millions. Parmi les personnes éligibles âgées de plus de 12 ans, auxquelles il faut ajouter les enfants et qui sont infectés. Vous avez montré les chiffres tout à l'heure. On peut ajouter encore le fait que les mesures barrières, malheureusement, sont un peu moins bien respectées depuis cet été, disons, et cela contribue, les gens qui modélisent l'épidémie l'ont très très bien démontré, cela contribue évidemment à la circulation du virus. Et le dernier élément, donc c'est un ensemble plurifactoriel, c'est la météo. La météo avec un temps plus froid et plus humide, d'une part probablement est directement un peu plus propice à la circulation du virus, et surtout conduit les gens à être plus en intérieur et donc à se regrouper en intérieur. Et évidemment, ce sont des circonstances, vous l'avez évoqué, qui favorisent la contamination. Donc ce sont les éléments d'explication de cette vague et qui expliquent que si on veut la maîtriser, il faut absolument, je vais redire ce que vous avez dit il y a un instant et donc je vais lire très brièvement, il faut absolument respecter l'ensemble des gestes barrières, du port du masque, du lavage des mains, de la distanciation, de l'aération des salles, bref, de respecter toutes ces mesures, de limiter au maximum les réunions à chaque fois que possible, faire du télétravail quand c'est possible, etc. Et puis vacciner. Les rappels, parce que l'on sait, ça c'est une information que je vous donne si vous ne l'avez pas, c'est qu'en plus de la nécessité évoquée par ce que j'ai dit sur le déclin de la protection au bout de quelques mois, c'est que l'effet de la vaccination de rappel est excellent, c'est-à-dire qu'il permet d'obtenir une protection 10 à 20 fois supérieure contre l'infection et les formes graves que la situation avant le rappel. Donc ce qui est dire beaucoup mieux, encore beaucoup mieux par rapport aux personnes non vaccinées du tout. Évidemment, nous n'avons pas encore beaucoup de recul. Les données les plus anciennes viennent d'Israël où ils sont à 2 mois et demi, 3 mois, et ça a l'air de tenir. Et donc, et en Israël, grâce à cela, ils ont contrôlé complètement la forte poussée, la forte vague qu'ils ont eue cet été. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas au même résultat, pourvu que le rappel soit effectué massivement. Évidemment, en toute priorité chez les personnes âgées et fragiles. Il faut absolument qu'ils puissent avoir leur rendez-vous et que le fait qu'il y ait un peu de tension
sur les prises de rendez-vous les empêche pas d'obtenir au plus vite le rendez-vous. Je pense qu'il faut faire attention à cela, c'est important au niveau des centres et c'est important au niveau de chaque professionnel, pharmacien, médecin, infirmier qui vaccine. Et puis, il faut poursuivre évidemment l'effort de primo-vaccination qui continue. Il y a à peu près 30 000 primo-vaccinés en France chaque jour. Et c'est extrêmement important puisque parmi eux, il y a entre 2 et 3 millions de personnes très, très fragiles. Et ce sont ces personnes-là aujourd'hui, en majorité, qui sont hospitalisées avec des formes sévères. Et le tout dernier point que je voudrais évoquer avant d'essayer de répondre aux questions, je sais qu'il y a de ci, de là une inquiétude autour du vaccin Moderna, donc un des 2 vaccins ARN. Alors, il est très important de rappeler que ce vaccin Moderna est du même type que le vaccin Pfizer, il est simplement plus dosé en ARN que le Pfizer. Le Pfizer contient 30 microgrammes d'ARN. Le Moderna, en tous les cas tel qu'il a été utilisé pour la primo-vaccination, contient 100 microgrammes d'ARN. Et de ce fait, d'ailleurs, il est probablement, les données ne sont pas ultra solides, mais un petit peu plus efficace que le Pfizer, si on regarde les résultats en termes de protection contre l'infection et les formes graves. Par contre, ce qui a été signalé de façon très rare, mais qui existe, chez les sujets, disons, âgés de 12 à 30 ans, pas au-delà, seulement chez les 12 à 30 ans, avec le vaccin Moderna, il y a un effet secondaire rare, que sont la survenue de cas de myocardite ou de péricardite, qui est observé aussi avec le Pfizer, mais 4 à 5 fois moins. Ce sont des situations rares, hein, de l'ordre d'1 sur 10 000, 1 sur 20 000. Ça survient dans les jours qui suivent la seconde vaccination chez les hommes, beaucoup plus que chez les femmes. Les femmes sont presque pas à risque et qui sont une complication bénigne. Au bout de 3-4 jours, le problème est résolu. Néanmoins, compte tenu de cela, la Haute Autorité de Santé, dans sa sagesse, si je puis dire, a dit que puisqu'il y avait le choix entre les 2 vaccins, que ce soit pour la primo-vaccination ou le rappel, pour les personnes, j'insiste là-dessus, pour les personnes âgées de moins de 30 ans, il est mieux d'utiliser le Pfizer. Mais pour les personnes âgées de plus de 30 ans, donc c'est l'immense majorité des personnes qui aujourd'hui reçoivent un rappel, il est tout à fait licite et il n'y a aucune raison de se limiter dans l'utilisation du Moderna qui ne comporte absolument pas plus de risques que le Pfizer, ce d'autant qu'il est en plus dosé à 50 microgrammes pour le rappel, hein, c'est demi-dose. Avec un flacon, on peut théoriquement faire jusqu'à 20 injections de rappel au lieu de 10. C'est une information aussi importante à avoir en tête. Et donc, il n'y a pas de risque supérieur d'accident type myocardite avec le Moderna que le Pfizer, et l'efficacité est au moins aussi bonne. Donc vraiment, n'ayez aucune crainte et aucune appréhension et aucune limite de quelque sorte que ce soit dans l'utilisation du vaccin Moderna pour effectuer des vaccinations de rappel. Voilà, je m'arrête là, puis je pense qu'ensuite on pourra compléter avec la réponse aux questions. Merci professeur. On a donc, on va vous poser les questions, en tout cas un certain nombre de questions. Je ne suis pas sûr qu'on pourra toutes les faire, mais on va commencer. Bonjour professeur, monsieur Anthony Assema vous demande si vous êtes favorable à la vaccination obligatoire. Oui, alors avant de parler de cela, juste, il y a un mot que j'ai pas prononcé, que j'aurais dû prononcer, c'est juste de rappeler que, en termes de vaccination, de vaccinologie, je pense que chacun le sait, mais c'est pas mal de se rappeler de temps en temps, le rappel est une notion ultra classique. Il n'y a pas de vaccin pour lequel on fasse pas des rappels. Si vous pensez aux vaccins des enfants qui sont faits chez les petits, tétanos, polio, hémophilus, pneumocoque, etc., ils ont un rappel. Pour la vaccination des ados contre HPV, il y a un rappel. Pour la vaccination contre la grippe, bien évidemment, il y a des rappels même annuels. Donc le fait qu'on soit amené à faire ces rappels, après 5 mois, parce qu'il se trouve que la cinétique de la réponse immunitaire est telle qu'il faut le faire après 5 mois pour avoir la meilleure réponse. Mais le fait de faire un rappel, c'est une notion tout à fait classique. Il n'y a là rien d'exceptionnel. On est complètement dans le cadre habituel de ce que l'on fait pour vacciner la population. Je voulais rappeler ça parce que c'est une notion importante. Alors la vaccination obligatoire. Je suis pas opposé au principe de la vaccination obligatoire. J'ai eu à travailler il y a 5 ans sur la vaccination des nourrissons et à l'époque, j'avais prôné ce qui a été mis en place par la ministre de la Santé Agnès Buzyn, la vaccination obligatoire des nourrissons, et qui a été un succès, qui a permis de rattraper globalement la vaccination à un très haut niveau. Dans le contexte actuel, est-ce que c'est pertinent? Si on analyse qui sont les personnes, les 6 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées à ce jour, donc c'est l'objet d'une éventuelle obligation. Il y a
Parmi elles, des personnes qui sont fragiles, extrêmement fragiles, et plutôt en périphérie, malheureusement, de notre système de santé. Environ, je parle avec des chiffres français, mais que vous pourrez évidemment transposer pour la région Occitanie, environ 500 000 personnes âgées de plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinées. Il y a environ 1 million de personnes avec des maladies chroniques à risque qui ne sont pas vaccinées, et il y a encore probablement quelques centaines de milliers de personnes précaires, donc fragiles aussi, qui ne sont pas vaccinées. Pour ces 3 groupes de personnes qui représentent pas loin de la moitié des non-vaccinés, l'obligation ne joue pas, parce que ce n'est pas parce que qu'ils s'opposent à la vaccination qu'ils ne sont pas vaccinés, c'est malheureusement parce qu'ils sont à distance de notre système de santé, qu'ils ont du mal à s'y connecter, et qu'on a du mal à les toucher, même s'il y a des efforts, et je suis sûr et certain qu'en Occitanie c'est le cas aussi, pour aller vers ces personnes, aller les vacciner à domicile, mais encore une fois, en termes d'obligation, ça ne changerait rien. Ensuite, après, là, on est dans des considérations qui ne sont plus d'ordre scientifique, donc à la limite, je dirais juste un mot, c'est qu'on est dans un aspect plus politique et que on s'aperçoit dans une autre population qui malheureusement se vaccine peu, qui est celle des territoires d'outre-mer, donc c'est pas chez vous évidemment, c'est les territoires d'outre-mer qui sont peu vaccinés, on voit bien à quel point ce sujet est politiquement sensible. Donc j'arrête, je suis à la limite de mes compétences, mais cela montre que en fait la population sur laquelle la vaccination obligatoire pourrait jouer est assez limitée, et l'impact in fine sur la vaccination limitée et peut-être les difficultés politiques engendrées plus importante. Mais ça, c'est plus de mon ressort à ce stade-là. Nous avons reçu par mail de nombreuses questions de personnes qui ont été vaccinées en schéma complet avec Pfizer et qui aujourd'hui se demandent si elles peuvent bénéficier d'une injection de Moderna en rappel. Alors, la réponse est oui, elle est oui dans les deux sens. C'est-à-dire pour des personnes qui auraient eu Pfizer 1, Pfizer 2, ils peuvent avoir Moderna en rappel et réciproquement. Des personnes qui ont eu Moderna 1, Moderna 2, ils peuvent avoir un Pfizer en rappel, et même il y a eu de temps en temps des combinaisons Pfizer en première dose, Moderna deuxième dose, etc. Il y a des données, y compris françaises, d'une étude qui n'est pas encore publiée, mais qui a été menée par une collègue à Paris qui s'appelle Odile Launay, qui montre que tant en termes de tolérance de la vaccination dite hétérologue entre ces vaccins ARN que d'efficacité, cela fonctionne parfaitement. Donc à la limite, pour les personnes qui vont à leur rappel, là, ils peuvent y aller en disant ils doivent avoir un vaccin ARN et à la limite, peu importe lequel, on prend celui qui est disponible. Fondamentalement, c'est ça qui compte. Un certain nombre de personnes vaccinées sont actuellement hospitalisées. Comment peut-on l'expliquer? Oui, c'est le fait que, c'est ce que je disais tout à l'heure, la vaccination. Oui, oui. Ah, il y a un écho, j'ai l'impression. Non, ça va. Je l'évoquais tout à l'heure, la vaccination. Ah, il y a un souci technique là. Est-ce que c'est mieux là? Allez-y, professeur. Je vois il y a une préfecture qui s'est branchée. Il faudrait enlever le micro. Normalement, vous ne devriez pas apparaître. Allez-y, professeur. Ok. La vaccination est très efficace. Plus de 90% de protection contre l'hospitalisation. Jusqu'à 6 mois. À partir de 6 mois, un petit peu moins pour les personnes âgées. Mais 90%, ça passe 100%. Malheureusement, il reste 10% environ de risque d'être hospitalisé malgré une vaccination complète. C'est déjà un très bon résultat. Hein. Pensez aux vaccins contre la grippe que nous utilisons chaque année à bon escient, mais qui sont moins efficaces. Une protection contre l'hospitalisation pour les personnes à risque, c'est de l'ordre de 60% avec le vaccin antigrippal, et encore certaines années, ça peut être un peu moins bien. Donc 90%, c'est très bien, mais c'est pas parfait. Et ça explique qu'il y ait des cas, ce sont les 10% restants. Et on peut pas déterminer a priori, pour une classe d'âge donnée et pour une situation médicale donnée, les personnes plus à risque que d'autres. C'est impossible. Et puis, s'ajoute à cela donc le fait que passé 6 mois, la qualité de l'immunité baisse. Et donc tout ceci, évidemment, est un facteur qui justifie ô combien la pratique du rappel. Et dès 5 mois pour éviter de se retrouver dans une situation de moins bonne protection. Le vaccin contre le Covid était efficace au départ sur le virus initial. Le vaccin contre la grippe est réévalué chaque année. En sera-t-il de même pour le vaccin contre la Covid? Alors, la réponse est oui s'il le faut, mais heureusement pour l'instant, en tous les cas,
avec le variant actuel qui est responsable de 99% des cas en France, c'est-à-dire le variant Delta, il est pas tout à fait aussi sensible, mais très sensible que le virus initial, mais très sensible au vaccin actuel. Donc il n'y a pas de justification pour l'instant de modifier les vaccins. Alors, il faut savoir, évidemment, dans le contexte du variant qui émerge, dont j'imagine on va reparler à travers d'autres questions, le fameux Omicron, qui pourrait avoir une sensibilité moindre aux effets du vaccin, il y a la préparation de vaccins adaptés. Il y en a déjà qui l'ont été pour les variants dits sud-africains bêta et brésiliens gamma. Ça a été fait par Pfizer et Moderna, mais on n'en a pas eu besoin. Et donc, il y a eu des combinaisons même de spikes différentes mis dans le même vaccin, mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et Pfizer et Moderna, et sans doute d'autres aussi d'ailleurs, ont annoncé qu'ils commençaient à travailler, et ça peut aller assez vite, si nécessaire, à la mise au point d'un vaccin qui ciblerait directement le fameux variant Omicron. Mais au jour d'aujourd'hui, 1er décembre 2021, les vaccins fondés sur la séquence de la spike initiale fonctionnent très bien. Ne vaut-il pas mieux aujourd'hui pour les personnes doublement vaccinées d'attendre un nouveau vaccin qui serait efficace, notamment contre les nouveaux variants, et en premier lieu le variant Omicron? Alors, la réponse est non, parce que comme cela vous a été rappelé tout à l'heure par M. Ricordeau, nous sommes dans une situation de très haut niveau de taux d'incidence qui est croissant, et donc le risque, il est immédiat. Donc, il faut, disons, cibler dans le temps les objectifs. L'objectif de décembre-janvier, c'est de contrôler l'épidémie Delta, la 5e vague Delta. Et contrôler la 5e vague Delta passe par la combinaison des deux mesures les gestes barrières d'un côté, indispensables, et la vaccination, primo-vaccination d'une part, rappel d'autre part. On verra où on en est ensuite. Est-ce qu'il y aura besoin ou pas? Je n'en sais rien aujourd'hui. Ça va dépendre du niveau de sensibilité de l'Omicron s'il arrive jusqu'à nous en quantité aux vaccins actuellement disponibles et utilisés. Si je prends les choses au pire, ce n'était pas suffisamment le cas, alors là, pourrait être justifié un rappel supplémentaire ultérieur. On verra. Mais il ne faut pas perdre de temps, parce que si on laisse passer 2 ou 3 mois, ça veut dire statistiquement, c'est sûr et certain, il y aura des dizaines de milliers de personnes hospitalisées en plus, et malheureusement des décès. Donc ceci doit être absolument évité. Professeur, une autre question. La demi-dose de Moderna donne-t-elle une réponse immunitaire du même ordre qu'une dose de Pfizer entière? La réponse est oui, puisque Moderna a fait ses essais cliniques concernant le rappel avec cette demi-dose, conscient du fait que 100 microgrammes était une dose nettement plus élevée que celui du Pfizer et peut-être pas tout à fait nécessaire. Donc les résultats en termes de protection clinique et aussi, si on le veut, de dosage de titres d'anticorps neutralisants avec la demi-dose, 50 microgrammes, ces résultats sont tout à fait excellents et justifient, en tous les cas dans les circonstances actuelles, d'utiliser ce vaccin à cette dose de 50 microgrammes. Professeur, comment conseiller les patients qui présentent des taux d'anticorps élevés afin de justifier le refus d'une dose de rappel? Alors, on ne peut pas, à l'échelle individuelle, utiliser les titres d'anticorps pour s'assurer de son niveau de protection. C'est une notion que les gens, je sais, parfois un peu de mal à comprendre ou même à admettre. Mais en gros, je vais dire les choses de façon un peu brutale, ça sert à rien de se doser ces anticorps pour savoir où on en est, à l'exception d'une petite fraction de la population que sont les personnes profondément immunodéprimées, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais qui représentent 350 000 personnes en France. Mais pour la population, le reste de la population, ça ne sert à rien. Parce que pour une personne donnée, on ne peut pas établir avec certitude une corrélation entre titre d'anticorps et niveau de protection. On peut le faire. Maintenant, il y a des données épidémiologiques sur une population. Sur 1000 personnes, on peut dire statistiquement à quel niveau de protection cette population est. Mais pour une personne, on ne peut pas le faire. Et alors qu'on sait très bien que la combinaison de la primo-vaccination et du rappel permet d'avoir la meilleure protection possible en termes de niveau de protection et aussi en termes de durée, même si on n'a pas encore toutes les informations. Donc, il n'y a absolument aucun risque et que des avantages, même si on sait qu'on a un titre d'anticorps relativement élevé, à recevoir un rappel.
Et ce titre d'anticorps, même s'il est relativement élevé, ne peut pas servir d'excuse, de prétexte ou de raison pour ne pas recevoir son rappel. Juste de façon anecdotique, j'ai reçu personnellement mon rappel, je n'ai aucune idée de mon titre d'anticorps, que je n'ai jamais fait mesurer. Et honnêtement, je conseille à chacun de faire la même chose, sauf s'il est un individu, une personne immunodéprimée, ça c'est une autre discussion. Quels sont les risques de cette nouvelle vague chez les enfants, notamment les moins de 5 ans? Moins de 5 ans. Mais je vais peut-être quand même répondre aussi pour les plus de 5 ans. Heureusement, les enfants font des infections beaucoup moins sévères que les adultes, mais néanmoins, ils sont infectés. Vous avez vu le niveau de circulation, le taux d'incidence chez les enfants est aujourd'hui très élevé, ce qui s'explique en partie par le fait, évidemment, qu'ils ne sont pas vaccinés. Donc, globalement, ils font des formes bénignes. Beaucoup. Il y a très peu d'enfants hospitalisés et heureusement encore moins de décès. Néanmoins, il y a quelques formes graves. D'une part, c'est des enfants fragiles. Ça, c'est le premier, pour des raisons diverses, qui peut être une maladie neuromusculaire, un déficit immunitaire, une insuffisance rénale, un traitement d'un cancer, etc. Ça concerne un certain nombre d'enfants, premièrement. Deuxièmement, même chez les enfants sans facteur de risque, il y a ce qu'on appelle le syndrome PIMS, c'est un acronyme anglais, pour le fait qu'il peut survenir de façon un peu retardée, 30 à 40 jours après le moment de début de l'infection, un syndrome inflammatoire diffus et avec une atteinte cardiaque et vasculaire qui est assez impressionnant, qui se contrôle par des traitements, mais qui implique une hospitalisation. Il y a quand même un enfant qui est mort de ce syndrome en France. Et il y a eu 700 cas en France jusqu'à présent depuis le début de l'épidémie. Alors c'est rare, c'est pas tout à fait négligeable, et on vient d'apprendre, c'est une information importante qui vient d'une étude française d'ailleurs, que le vaccin, en tous les cas chez les adolescents, on ne sait pas encore chez les enfants par définition puisqu'ils n'ont pas été vaccinés, mais chez les adolescents, la vaccination prévient cette complication. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Donc le risque, il est essentiellement celui-là. Il y a peut-être quelques cas de Covid long chez l'enfant, mais c'est pas très très clair. Donc le risque est faible, mais pas tout à fait nul. Le risque principal, pour les 5-12 ans, après je dirais un mot des 0,5, c'est indirectement, c'est le fait que compte tenu du taux élevé d'incidence, qu'on soit amené, même avec les règles qui viennent de changer, vous savez que s'il y a 3 cas dans une classe, on ferme la classe. Et la perturbation du rythme scolaire pour les enfants est dommageable. Et donc ça, c'est un risque de troubles scolaires, évidemment, psychologiques, voire psychiatriques, qui ont été très très bien caractérisés, notamment dans la première année de la pandémie. Et évidemment, la vaccination est de nature à prévenir ce risque. Il y a actuellement 200 000 familles touchées par des fermetures de classes en France. Ça va diminuer un peu avec les nouvelles règles, mais il y en aura encore, malheureusement. Pour les 0,5 ans, il n'y a pas de risque supérieur au 5-11, mais il y a encore aussi des cas de PIMS dont j'ai parlé tout à l'heure, quelques formes graves chez des enfants avec des maladies, donc des enfants à risque. Donc la situation sur le premier point, c'est-à-dire du risque personnel, est à peu près la même que celle pour les enfants de 5 à 11 ans. Évidemment, l'aspect scolaire joue beaucoup moins. Mais voilà, donc risque faible, mais pas tout à fait nul de forme sévère. Non. Problème. Qu'est-ce qui se passe? Quand je parle, ça accentue le bruit. Ah, ça a l'air d'aller. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons, c'est le professeur. J'entends, mais je ne sais pas si vous avez j'ai un bruit de fond important. Ah, il vient de s'arrêter.
Ok. Ah, ça reprend malheureusement. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à se déconnecter, reconnecter? On entend le même bruit, mais on entend le même bruit. Ah, espérons qu'il se calme. Ça a l'air d'aller. Quand on coupe le son chez lui, ça s'arrête, et quand il remet le son. Est-ce que vous nous entendez mieux maintenant, professeur? Oui, je vous entends très bien. Là, il n'y a pas de bruit de fond. Bon. Ok, mais parfait. Donc la question qui a été posée, c'était sur le Covid long. Professeur, est-ce que vous pouvez rappeler quels sont les risques liés au Covid long et est-ce que le vaccin protège contre le Covid long? Alors, c'est une affaire complexe, le Covid long. Il y a actuellement certaines controverses scientifiques, comme ça arrive, hein, pour savoir s'il y a vraiment un Covid long spécifique au Covid ou est-ce que c'est pas un syndrome post-infection comme on en rencontre après d'autres types d'infections. Je ne vais pas entrer dans la discussion, mais on peut considérer, en tous les cas, ça c'est sûr, qu'une fraction des personnes qui ont eu un Covid ressentent des symptômes au décours de ce Covid, même si ce Covid a été bénin. Donc les symptômes qui sont surtout beaucoup de fatigue, fatigue psychologique, fatigue donc psychique, fatigue physique. Ça peut être des maux de tête, ça peut être une sensation de malaise et parfois des symptômes plus spécifiques. Donc encore, il est possible qu'il y ait d'ailleurs plusieurs étiologies. Il est probable, pour pas dire certain, que la vaccination protège contre la survenue du Covid long en prévenant le Covid aigu. Pouvez-vous nous parler des traitements qui arrivent contre le Covid? Oui, bien volontiers. Alors, il y a deux types de traitements intéressants. Il y en a un qui est déjà en place et pas assez utilisé, que sont les anticorps monoclonaux dirigés contre la spike. Donc, ce sont des anticorps à très forte affinité pour la protéine spike et qui permettent de neutraliser le virus. Ils ont les autorisations d'emploi à titre thérapeutique pour les personnes à risque, personnes âgées, personnes malades, à condition de les administrer tôt après le diagnostic, parce que de façon plus tardive, la chance de succès est moindre. Donc, ils sont pas assez utilisés. Hein. J'ai eu les chiffres ce matin. Pour toute la France, il y a eu que 4000 cas d'utilisation, ce qui est tout à fait insuffisant. Ils sont pas efficaces à 100%, mais ils ont une chance d'éviter l'évolution vers une forme grave dans environ 80% des cas. Donc ça, c'est une première utilisation. Une deuxième utilisation, c'est pour les personnes toujours à risque, lorsqu'elles, de façon préemptive, si elles sont cas contact, pour éviter l'infection. Et puis, il y a une troisième utilisation qui devrait se mettre en place, enfin, qui est déjà en place, mais pas assez, encore moins en place, si je puis dire. Ce sont pour les personnes immunodéprimées, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, très immunodéprimées. Hein. Je parle des sujets transplantés d'organes, de sujets en hémodialyse, de sujets avec certains types de cancers ou de maladies auto-immunes qui ont eu des traitements immunosuppresseurs très forts, par exemple. Pour ces malades qui ne sont pas capables de produire d'anticorps après la vaccination, même parfois après 3 doses, ceux-là pour lesquels les dosages d'anticorps sont utiles, eh bien, il est licite, s'ils ne répondent pas à la vaccination, parce qu'ils sont à très haut risque de formes graves, de leur administrer à titre prophylactique, donc préventif. Ça s'est fait déjà pour environ 2000 personnes en France, mais il y a 50 000 personnes éligibles. Donc, il y en a 48 000 qui ne l'ont pas encore. Je sais qu'à Toulouse, donc c'est chez vous, ça marche très bien. Je sais que j'ai l'information que c'est très très bien fait par les médecins du centre hospitalier universitaire de Toulouse, mais ailleurs en France, malheureusement, moins bien. Donc c'est une chance très importante pour ces malades fragiles. Et à cela va s'ajouter, dans les tout prochains jours, un premier médicament, cette fois-ci une molécule chimique, et un second qui arrivera en janvier, qui en gros, donc qui limite la réplication du virus et qui auront un intérêt en les administrant très tôt, au tout début, après le diagnostic. Après, c'est trop tard, comme c'est le cas d'ailleurs pour certains médicaments antiviraux pour d'autres maladies. Ce seront des traitements courts, donc a priori surtout destinés aux personnes à risque, un peu la même chose que ce que je disais tout à l'heure, mais avant une hospitalisation, traitements courts qui ont des chances de 50 à 80% en fonction des deux molécules, d'éviter l'évolution vers une forme grave. Donc c'est intéressant, mais il faut surtout pas considérer que ces options thérapeutiques doivent se substituer à la vaccination. C'est un élément supplémentaire, mais surtout pas considérer leur utilisation en substitution, sauf, c'est le cas très particulier, des sujets immunodéprimés dont j'ai dit un mot.
Merci professeur. Et c'est vrai, vous avez souligné qu'à Toulouse, le professeur Nassim Kamar, qui est très en pointe sur l'utilisation des anticorps monoclonaux, mais également dans les autres CHU de la région. Question. Quel est l'intérêt d'effectuer des dépistages de PCR pour les résidents vaccinés triple dose? Ça, c'est en cas de contact. Sinon, il n'y a pas d'intérêt systématique de faire des PCR, mais en cas de contact avec une personne infectée, quand vous dites résidence, vous parlez de résidents parler de personnes âgées, j'imagine? Oui, oui, monsieur. D'accord. Donc, ils sont particulièrement à risque. Alors, en principe, après triple dose, le risque résiduel est très, très faible. Il n'est pas tout à fait nul. Donc, il n'est pas déraisonnable, en cas de contact avec une personne infectée, de faire ce test. Recommandez-vous, professeur, la dose de rappel pour des personnes Covid long qui ont eu une exacerbation des symptômes sur plusieurs semaines suite à la première dose? Alors, il faut voir précisément, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont eu une infection et ont eu ensuite une dose de vaccin, j'imagine. Donc, c'est une situation qui est en principe assez bonne en termes de protection, mais la recommandation pour ces personnes, c'est que 5 mois après la dose, la dose unique, puisqu'ils ont eu le Covid avant, ils reçoivent le rappel. En principe, on escompte plutôt de la vaccination, sans certitude absolue, mais plutôt une atténuation des symptômes de Covid long. Alors, on arrive un petit peu vers la fin. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Alors, il y a des questions aussi, peut-être sur. Alors, peut-être il faut dire un mot, alors, pardon de vous couper, mais parce que je suis surpris de ne pas avoir de questions sur le nouveau variant Omicron. J'imagine qu'il est quand même. Peut-être dire un petit mot sur Omicron. J'imagine que c'est quand même dans les têtes, puisqu'on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Donc, a émergé dans le sud de l'Afrique du Sud, mais Botswana aussi. Je crois Zimbabwe, Mozambique, enfin les différents pays du sud de l'Afrique, un nouveau variant qui présente toute une série de mutations, 30 dans la SPAC et encore d'autres dans d'autres régions du génome du virus, qui sont susceptibles à la fois de le rendre plus transmissible et plus résistant à la réponse immunitaire générée par le vaccin. Mais pour l'instant, ce sont des arguments relativement théoriques liés au positionnement des mutations dans la séquence du virus. On aura d'ici peu, je pense dans les 8-15 jours, des éléments d'information sur ces deux questions. Ce que l'on voit, c'est qu'en Afrique du Sud, il s'est répandu très rapidement. Il y a actuellement une poussée du taux d'incidence en Afrique du Sud. Il n'y a pas pour l'instant, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais qu'il faut prendre avec prudence, semble-t-il, une sévérité, une virulence, si vous voulez, supérieure de ce variant aux variants que nous connaissons par ailleurs. Donc la question qui se pose, elle est double. Est-ce que ce virus va prendre de l'essor chez nous et quelles en seront les conséquences? On a déjà un tout petit peu évoqué à l'égard de la vaccination. Nous ne sommes pas en Afrique du Sud, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation en Europe où nous avons un niveau très élevé de circulation du virus Delta, ce qui n'était pas le cas en Afrique du Sud ces derniers mois. Donc il est possible, je n'en sais rien bien sûr, mais il est possible que le variant Omicron n'arrive pas à s'implanter en raison de la capacité de transmission du Delta qui est déjà très très fort. Mais évidemment, il faut le surveiller de très près. On verra ce qu'il en est. Et éventuellement, on pourrait imaginer un autre scénario, c'est qu'on contrôle Delta et que on ait une vague ultérieure. Je ne suis pas sûr non plus. Je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais d'Omicron plus tard en février, mars ou avril 2022. Et sur l'autre question de savoir jusqu'à quel point il sera sensible à la vaccination, si la question se pose, s'il arrive chez nous, encore une fois, on aura des réponses assez vite. Je ne peux pas imaginer qu'il soit totalement insensible. Au minimum, on aura un certain niveau de protection par la vaccination actuelle, d'où encore une fois, même vu sous l'angle du Omicron, l'intérêt de se vacciner aujourd'hui. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, si il s'avérait avec le temps que la protection vaccinale n'était pas tout à fait suffisante, alors sera mis en place une vaccination avec un vaccin spécifique de Omicron. C'est la solution qu'il faudra retenir si on ne peut pas faire autrement. Pour relativiser les choses, il faut aussi dire quand même que, par exemple, vous savez, l'immunité, il y a deux composantes, il y a les anticorps et l'immunité cellulaire, et que l'immunité cellulaire joue un rôle, surtout dans la protection contre les formes graves. Et clairement, l'immunité cellulaire, elle, ça c'est sûr et certain, compte tenu de ses caractéristiques, ne sera pas altérée
à l'égard du variant Omicron, donc, ce qui relativise un peu la perte d'efficacité immunitaire si elle devait être observée. On est obligé aujourd'hui de parler au conditionnel, on n'a pas d'informations précises. Mais évidemment, ceci est regardé de très très près, et comme vous savez, en France aujourd'hui, des instructions ont été données pour, sur le plan diagnostic, de repérer, il y a l'algorithme de diagnostic de PCR et de séquençage si nécessaire pour repérer d'éventuels cas en France. Merci professeur. On arrive au bout de l'échange qui était prévu de 45 minutes. Je signale qu'il y a beaucoup de questions aussi qui concernent les acteurs régionaux au titre de la montée en puissance de l'offre de vaccination. Donc on n'est pas revenu évidemment dans le détail sur ce sujet au cours du webinaire, mais comme vous savez, dans chaque département, sous l'égide du préfet de département, la remobilisation des centres de vaccination est en cours. Il y a soit des augmentations de lignes de vaccination dans les centres de vaccination qui restaient ouverts, soit la réouverture de nouveaux centres de vaccination, plus des opérations éphémères d'aller vers et qui vont se multiplier dans les jours qui viennent dans chacun des départements pour permettre au maximum de personnes de se vacciner dans les temps, avec donc une forte montée en puissance. Il y a une mobilisation en parallèle toujours très forte des acteurs de la médecine de ville, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, soit dans leurs cabinets, dans leurs officines, soit de plus en plus à travers ce que nous appelons des relais ambulatoires autour de structures d'exercice coordonnées, des maisons de santé pluriprofessionnelles, des communautés professionnelles territoriales de santé qui prennent en charge des opérations de vaccination collective. Mais ce détail est donné par les préfets de département dans chacun de leurs départements. Alors peut-être une dernière question. Ah oui, vas-y, dis. Alors, une question a été posée sur l'offre de vaccination sur les 5-11 ans, à l'instar de ce qui a été fait en Espagne. Donc la HAS a publié hier son avis sur la vaccination de cette population particulière, en précisant bien qu'à ce stade, seuls les enfants qui présentent le risque de faire une forme grave, donc un certain nombre de comorbidités qui ont été, ou de pathologies qui ont été citées, feront l'objet effectivement d'une vaccination. Il y a une accélération du coût des livraisons des kits pédiatriques nécessaires à cette vaccination qui devrait arriver courant de la du mois de décembre dans nos centres de vaccination, et des lignes dédiées seront donc ouvertes prochainement pour ce public-là. Oui, si je peux, il y a une réflexion en cours pour savoir s'il faut vacciner systématiquement tous les enfants de 5 à 11 ans, comme le font par exemple les Américains. Alors la situation aux États-Unis n'est pas tout à fait la même qu'en France ou en Europe, parce que l'état de santé des enfants américains est moins bon et il y a beaucoup plus d'obésité, donc ils ont plus d'enfants hospitalisés que nous. Plus de cas et plus d'enfants hospitalisés, ce qui justifiait de débuter la vaccination des enfants. En France, il y a des arguments pour vacciner que j'ai évoqués tout à l'heure pour 2 d'entre eux, hein, le risque de PIMS qui peut survenir chez tous les enfants, ça c'est indépendamment des facteurs de risque. Et puis essayer d'éviter les fermetures de classe. Il y a un argument ensuite évidemment de protection collective qui est que si on réduit la circulation du virus chez les enfants, on la réduit aussi au niveau général pour toute la population, donc on protège les personnes les plus âgées. Mais face à ça, il faut s'assurer évidemment d'avoir un très très haut niveau de sécurité de ces vaccins. Et pour l'instant, on l'a pas tout à fait encore puisqu'on a les données des essais cliniques, mais sur un nombre limité d'enfants, 1500. Donc ça suffit pas pour être complètement solide. Mais les Américains, puisqu'ils ont commencé en vie réelle, comme on dit, la vaccination des enfants, vont nous donner ces informations et je pense qu'avant la fin décembre, nous aurons des informations. Et si la sécurité du vaccin chez les enfants est bonne, bon là pour l'instant je parle à titre personnel, enfin presque au titre du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, on est en train de travailler dessus et on va émettre un avis très prochainement. Donc si cette condition de sécurité est réunie, probablement nous proposerons, mais ça sera aux politiques de décider bien sûr, proposeront la vaccination des enfants de 5 à 11 ans en début d'année. Il faut savoir que de façon légitime, le Conseil consultatif national d'éthique a été saisi de cette question, ce qui me paraît bien, vu l'enjeu de vaccination des enfants. Donc avant d'expliquer aux parents de bien fonder, il faut s'assurer qu'on est tout à fait solide sur un plan éthique, sur le plan de la sécurité, de l'intérêt de cette vaccination.
Peut-être, professeur, cette fois-ci, je pense qu'il sera la dernière question. Il y a beaucoup de questions autour des fêtes, bien sûr. C'est-à-dire, quel conseil vous donnez, puisque la question c'est bien sûr de se faire vacciner, mais est-ce qu'il faut renoncer aux fêtes de famille? Qu'est-ce que vous dites par rapport à cet enjeu de la fin de l'année? Sujet difficile qui frappe ma famille aussi, toutes nos familles. Objet de débat, je le sais, dans toutes les familles. Bon, il faut concilier des objectifs qui sont un tout petit peu contradictoires, mais humainement, il me paraît impossible de renoncer aux fêtes de famille et, par exemple, de faire en sorte que les grands-parents, dont je suis, puissent voir leurs petits-enfants. Et il faut simplement trouver les aménagements adéquats, c'est-à-dire que ces fêtes de famille, je pense, se fassent avec des regroupements de personnes pas trop importants, de respecter les gestes barrières, même si c'est un peu plus compliqué dans un cadre familial, mais quand même, on peut, comme vous le faites à l'instant, porter le masque, bien se laver les mains, aérer les pièces toutes les heures pendant 10 minutes, enfin faire très attention. Évidemment, ça dépend aussi un petit peu du contexte des personnes, du niveau de risque des personnes. Ça implique, vous l'avez rappelé, évidemment, que au maximum les gens aient été vaccinés et aient eu leur rappel au préalable, surtout les personnes âgées. Je me permets d'insister, la vaccination de rappel est ouverte absolument à tout le monde, mais il faut vraiment faire en sorte que les personnes fragiles puissent avoir leur rappel, leur rendez-vous sans attendre. Je sais que malheureusement, il y a quelques cas de ci, de là en France où les rendez-vous sont pour janvier ou février. Il faut vraiment que les personnes âgées et les malades puissent avoir donc leur rappel avant Noël. Donc voilà, c'est une affaire de bon sens, d'utilisation des gestes barrières et de ne pas se regrouper en trop grand nombre et de ne pas chanter tous ensemble, par exemple, parce que ça, on sait que c'est un facteur de risque important. Donc il y a des gestes qu'on ne peut pas faire comme on fait d'habitude, de ne pas s'embrasser, même si tout ça est un peu frustrant, mais quand même, on peut, je pense, si on respecte ces différents gestes, se retrouver en famille. Merci, professeur. Peut-être monsieur le préfet? Oui, juste quelques mots pour conclure et d'abord remercier vraiment le professeur Fischer. C'était à la fois, monsieur le professeur, très clair, très utile et vraiment, voilà, c'est une parole en direct. Je crois qu'on est tous à vous avoir écouté avec beaucoup d'attention et à relayer ensuite les messages que vous portez. Remercier également l'URPS qui a été à la manœuvre aussi pour organiser ce webinaire. Remercier l'ARS et l'ensemble des participants. Je crois que nous avons la bonne parole, à nous maintenant de la divulguer et d'avoir les bons gestes. Merci infiniment. Merci à vous. Merci, monsieur le préfet. Merci, monsieur le directeur. Et merci à tous. Merci, professeur. Au revoir. Merci.